Et si, dans certains cas, le but ultime d'une connexion flamme jumelle était précisément de ne jamais se réaliser? Il y a une hypothèse douloureuse que peu osent formuler. Une hypothèse qui contredit toutes les promesses des contes spirituels, tous les espoirs nichés au fond de la poitrine. Nous parlons de leçons, de timing divin, de préparation. Nous rationalisons l'attente. Nous parlons de patience. Mais aujourd'hui, nous allons explorer l'impensable, que pour certaines connexions, l'absence définitive n'est pas un échec du processus. Elle en est la conclusion logique, l'aboutissement désigné. Que cette non-réunion n'est pas une tragédie, mais la signature même du pacte d'âme. Que le vide laissé n'est pas un vide d'attente, mais un vide sculpté, une forme négative, aussi importante que la présence elle-même. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'absence. Nous allons cartographier les 5 architectures intérieures qui rendent la non-réunion non seulement possible, mais nécessaire. Ce n'est pas un discours de résignation. C'est un discours de vérité radicale, qui peut, paradoxalement, offrir une paix plus profonde que n'importe quel espoir. Le premier scénario est le plus fondamental. Nous croyons que la flamme jumelle est un personnage permanent dans notre drame. Mais si elle n'était qu'un agent catalyseur, une substance chimique introduite dans le mélange de notre psyché pour déclencher une réaction, et qui, une fois la réaction terminée, n'a plus de raison d'être présente, son rôle était de vous réveiller de votre sommeil existentiel. Vous montrer, via le miroir, la carte complète de vos blessures. Détruire les fondations branlantes de votre ancien moi. Vous projeter dans le creuset de votre transformation. Une fois ceci accompli, la connexion physique a épuisé sa fonction première. La main qui allume la mèche se retire. Le miroir qui a révélé la fracture est retiré du champ de vision, pour que vous puissiez vous concentrer sur la réparation, sans la distraction de l'image. La non-réunion n'est pas un abandon. C'est la preuve que le travail a été pris au sérieux par l'âme. Le catalyseur est retiré précisément pour que vous ne deveniez pas dépendant de lui, pour que vous n'attribuiez pas la transformation à lui, mais que vous l'intégriez en vous. Exemple concret, Arnaud, un homme rationnel, cartésien, qui riait des concepts d'âme sœur. Il rencontre Élise, dont la simple présence déclenche en lui des rêves prémonitoires, une sensibilité énergétique qu'il ne comprend pas. Elle parle de vies antérieures, de synchronicité. Il est terrassé, fasciné, ouvert de force. Leur relation est courte, chaotique, et se termine par son départ brutal. Arnaud est dévasté, mais aussi éveillé. Pour la première fois, il explore la méditation, Li Jung accepte les dimensions non rationnelles de la vie. 10 ans plus tard, il est devenu un thérapeute holistique reconnu, en paix. Il pense parfois à Élise avec une gratitude profonde, mais sans désir de la retrouver. Elle était la clé qui a ouvert la porte, dit-il. Une fois la porte ouverte, on ne reste pas à regarder la clé. On entre dans la pièce. La clé a fait son travail. La non-réunion était ici la condition même de son individuation. Élise avait rempli sa fonction de catalyseur d'éveil. Carl Jung, parlant du processus d'individuation, souligne qu'après la phase de confrontation avec l'anima d'animus, souvent projetée sur la flamme jumelle, vient la phase de détachement et d'intégration. S'accrocher à la personne est un signe d'échec de cette intégration. Dans certains cas, l'âme organise les choses de manière à rendre l'accrochage impossible, forçant ainsi la main à l'intégration. Cette idée résonne-t-elle? Avez-vous l'impression que cette personne a déclenché en vous un changement si fondamental que sa présence physique est devenue, en quelque sorte, secondaire? Que le véritable lieu de rencontre était à l'intérieur de vous,
dans la transformation opérée. Si vous entrevoyez cela, écrivez « le catalyseur » en commentaire. C'est le premier pas pour passer du statut de victime du départ à celui d'étudiant diplômé de l'épreuve. Abonnez-vous si vous êtes prêt à étudier les plans de cette architecture intérieure que l'absence a contribué à construire. Nous imaginons le destin comme une force qui nous pousse doucement vers notre bien suprême. Mais et si, pour certaines âmes, le destin était un entraîneur impitoyable qui choisit le chemin de la plus grande résistance pour forger la plus grande force? La connexion flamme jumelle est alors conçue comme une épreuve de tension maximale. Elle vous place face à votre plus grand désir et le rend définitivement inaccessible. Pourquoi? Pour vous forcer à développer une musculature psychique et spirituelle que vous n'auriez jamais développée dans le confort d'une union. Elle vous apprend à aimer sans posséder. Elle vous force à trouver la source de l'amour en vous, puisqu'elle est coupée à l'extérieur. Elle vous enseigne la souveraineté absolue dans la solitude la plus profonde. Elle brise en vous l'idole de la romance comme salut. Dans ce scénario, la non-réunion est l'outil pédagogique principal. La présence permanente aurait été une facilité, une béquille. L'absence est le vide dans lequel vous devez apprendre à vous tenir debout, sans aucun support. L'âme qui choisit ce chemin est une âme guerrière, qui a accepté un contrat d'entraînement extrême pour cette incarnation. Exemple concret, Chloé, une artiste, et David, un homme engagé dans une voie monastique laïque mais extrêmement rigoureuse. Leur reconnaissance est mutuelle, foudroyante. Mais la voie de David exige un célibat et une solitude consacrée à son travail intérieur. Il le lui dit avec une tristesse lucide, « Ma voie, dans cette vie, est celle du renoncement. Toi, tu m'as montré la beauté du monde que je renonce. Tu es mon dernier attachement, et je dois le couper pour être libre. » Chloé a mis des années à comprendre. Leur non-réunion n'était pas un échec d'amour ou de timing. C'était la matière même de leur croissance. Pour David, c'était l'ultime sacrifice pour sa voie. Pour Chloé, ce fut l'apprentissage le plus brutal et le plus transformateur, aimer un homme qui avait choisi Dieu, ou sa version de l'absolu, plutôt qu'elle, et devoir transformer cet amour rejeté en amour universel, en créativité débridée. Leur histoire était une sculpture de l'absence, dont la forme finale était la stature spirituelle de chacun. Le philosophe Nietzsche, avec son concept d'amor fati, l'amour du destin, nous y invite. Il ne s'agit pas d'aimer un destin doux. Il s'agit d'aimer son destin tel qu'il est, dans sa cruauté même, et d'y voir la main qui nous forge. Je veux apprendre toujours plus à voir le nécessaire dans les choses comme étant ce qu'il y a de beau en elles, ainsi je serai l'un de ceux qui rendent les choses belles. Acceptez la non-réunion comme un élément nécessaire et beau, dans le sens où elle vous a créé, c'est le sommet de l'amor fati. Platon, dans le banquet, raconte le mythe des êtres sphériques, coupés en deux par les dieux, et condamnés à chercher leur moitié. Mais on nommait souvent la raison du châtiment, ces êtres étaient trop puissants, trop arrogants, et menaçaient l'Olympe. La séparation était une punition pour leur hubris. Et si, dans certains cas, la non-réunion flamme jumelle était une leçon continue contre l'hybris spirituel, contre la croyance que trouver l'autre moitié vous rendra divin, complet, supérieur? La séparation perpétuelle serait alors le rappel constant. La complétude ne se trouve pas dans la fusion avec un autre, mais dans l'humilité et le travail sur soi. Les dieux, la loi cosmique, vous séparent pour vous empêcher de répéter l'erreur de l'hybris. Votre non-réunion a-t-elle cette saveur amère et noble d'un sacrifice, d'un renoncement, d'un chemin particulièrement ardu? Vous sentez-vous, paradoxalement, forgé et affiné par cette absence même? Si oui, écrivez « le chemin ardu » en commentaire.
C'est reconnaître que vous êtes peut-être sur un sentier de montagne escarpé, pas sur une autoroute menant à une maison. Abonnez-vous pour trouver des repères sur ces sentiers où la destination n'est pas un lieu, mais une qualité d'être. Ici, la dynamique flamme jumelle est le rejeu, la répétition amplifiée, d'un schéma relationnel toxique ou fusionnel vécu dans une vie antérieure, ou dans l'enfance. Une dépendance extrême, un amour possessif, une dynamique bourreau-victime, une fusion qui étouffe. Dans cette vie, la connexion se présente avec la même intensité addictive, le même potentiel de répétition. La non-réunion est alors le signe d'une victoire. Elle signifie que l'âme a réussi à rompre la boucle. Qu'elle a dit non à la répétition, malgré l'attraction magnétique. Que la leçon a été apprise. La personne est revenue dans votre vie non pour recommencer, mais pour vous offrir l'opportunité de choisir différemment. Et le choix différent, dans ce cas, a été de laisser la connexion se défaire, de ne pas s'accrocher au drame, de refuser de rejouer le scénario jusqu'à sa conclusion destructrice. La non-réunion est le trophée de votre libération. Exemple concret, Sophie et Lucas. Leur connexion est immédiatement fusionnelle, intense, mais aussi jalouse, étouffante. Ils ont l'impression de se connaître depuis toujours. En thérapie, Sophie explore un rêve récurrent où elle est une geisha attachée à un seigneur guerrier, relation de dépendance totale. Elle réalise que le schéma se répète. La passion avec Lucas est dévorante, il s'isole du monde. Un jour, prise de panique, Sophie met fin à la relation, sentant qu'elle y perd son identité. Lucas la supplie, la harcèle, puis disparaît. Des années de douleur suivent. Mais peu à peu, Sophie comprend, leur connexion était la répétition de la dynamique geisha et seigneur. En rompant, elle a rompu le sort. Elle a choisi sa liberté sur la fusion. La non-réunion était le prix et la preuve de son émancipation. Lucas, lui, était peut-être là pour tester sa détermination à être libre. Leur mission commune ? Briser la chaîne. C'est le scénario le plus radical, le plus difficile à conceptualiser pour l'ego qui veut une relation. Et si le but de la reconnaissance flamme jumelle était de vous mener à une forme d'amour si vaste, si impersonnelle, qu'elle rend caduque toute forme relationnelle dyadique spécifique. La personne vous sert de révélateur. En la rencontrant, vous expérimentez une profondeur d'amour que vous ne pensiez pas possible. Puis, à travers la souffrance de la séparation ou de l'absence, vous êtes forcé de chercher la source de cet amour. Et vous découvrez qu'elle n'est pas dans la personne. Elle est partout. En vous. Dans l'arbre. Dans le ciel. Dans l'inconnu croisé dans la rue. La non-réunion est alors le passage obligé pour que vous ne confiniez pas cet amour à un seul réceptacle. Elle vous force à le laisser se diffuser, à devenir un état d'être plutôt qu'un sentiment dirigé vers quelqu'un. Vous réalisez que union, que vous cherchiez n'était pas avec cette personne, mais avec le tout. Et cette union-là, vous l'expérimentez déjà, dans l'instant présent, sans elle. La flamme jumelle a été le détour nécessaire pour vous amener à l'amour direct, sans intermédiaire. Une fois ceci réalisé, retourner à une relation duelle avec elle serait régresser. Ce serait rétrécir l'océan en une bouteille. Exemple concret, Thomas, après la perte de sa flamme, traverse une dépression profonde, puis se lance dans une quête spirituelle désespérée. Il médite, fait des retraites. Un jour, en pleine contemplation, il est submergé par une vague d'amour inconditionnel, sans objet. Il pleure, non de tristesse, mais de reconnaissance. J'ai cherché cet amour en elle pendant des années, dit-il. Et il était là, en moi, tout ce temps. Elle n'était que la porte. Maintenant que je suis dans la pièce,
je ne peux plus me préoccuper de la poignée. Ils pensent toujours à elle avec une tendresse infinie, mais plus comme à un but, comme à un rappel de la direction. Leur non-réunion dans le monde des formes est devenue insignifiante face à leur réunion dans la substance même de l'amour qu'elle lui a révélé. Jiddu Krishnamurti, l'ennemi de toute voie organisée, dirait « La vérité est un pays sans chemin ». La flamme jumelle semble être un chemin magnifique vers la vérité de l'amour. Mais pour certains, la fin du chemin est de réaliser qu'il n'y a pas de chemin et que la vérité, l'amour, est ici, maintenant, sans cause. La personne doit donc disparaître du champ de vision pour que cette vérité sans cause puisse émerger. Avez-vous eu l'intuition que cet amour vous dépassait infiniment, vous et l'autre ? Que la relation elle-même était une sorte de prétexte pour une réalisation plus vaste. Si vous sentez que le véritable lieu de retrouvailles n'est pas dans le futur, mais dans une dimension intérieure que vous commencez à habiter, écrivez « l'océan » en commentaire. Abonnez-vous pour explorer comment vivre depuis cet océan, plutôt que depuis le rivage où vous attendez un bateau qui ne viendra peut-être jamais. Dernière architecture, la plus sombre. Et si, dans certains cas, une réunion physique ou une relation prolongée était tout simplement trop dangereuse? Pas au sens émotionnel, mais au sens existentiel de l'âme. L'intensité de la connexion est si forte, le potentiel de fusion si absolu, qu'il menace d'annihiler l'individualité naissante de l'un ou des deux. Comme deux étoiles à neutrons qui, en se rapprochant, finiraient par se détruire mutuellement dans une explosion cataclysmique ou par fusionner en un trou noir. L'âme, ou l'inconscient collectif selon Jung, possède des mécanismes de protection. La non-réunion, dans ce cas, agit comme un fusible qui saute. Une force, le running, les circonstances, un choix inconscient, maintient une distance de sécurité vitale. Cette distance n'est pas une punition. C'est un respirateur artificiel qui permet à chaque individualité de se développer, de se fortifier, avant qu'une éventuelle rencontre ne soit envisageable sans danger de dissolution. Parfois, le temps nécessaire à cette fortification dépasse la durée d'une vie. La non-réunion est alors permanente, car le risque de fusion-annihilation est trop grand. Le lien demeure dans l'âme, comme un circuit électrique laissé ouvert pour éviter le court-circuit. Exemple concret, deux artistes de génie, reconnus individuellement. Leur rencontre est une explosion créative et passionnelle. Mais très vite, leurs proches voient qu'ils se consomment l'un l'autre. Ils ne créent plus. Ils se regardent créer. Ils se jalousent, se copient, s'étouffent. Une séparation brutale a lieu. Chacun retourne à son œuvre, blessé mais productif. Des tentatives de rapprochement échouent toujours au même point. L'énergie créatrice individuelle est aspirée par la relation. Leur non-réunion, douloureuse, est le garde-fou qui préserve leurs dons uniques et leurs missions individuelles. Ils étaient peut-être deux flammes trop grandes pour brûler dans le même foyer sans tout réduire en cendres. Alors, que nous disent ces 5 architectures? Que la non-réunion n'est pas un vide à combler, mais une forme à honorer. Une forme aussi intentionnelle que la présence. L'œuvre d'art de cette connexion n'est pas le tableau idyllique du couple réuni. C'est peut-être la sculpture de l'absence laissée en vous. Le creux dans la pierre qui a une forme, une fonction, une beauté propre. Votre travail n'est plus d'attendre le retour de l'absent pour compléter l'œuvre. Votre travail est de devenir le socle qui donne tout son sens à cette absence sculptée. De comprendre que la véritable union n'a peut-être jamais été destinée à se manifester dans le plan physique, mais dans le plan de la conscience transformée. Accepter cela, c'est passer du statut d'amant délaissé à celui d'artiste collaborateur d'un destin mystérieux. C'est cesser de maudire le ciel pour le tableau qu'il n'a pas peint,
et commencez à voir la beauté austère de l'espace qu'il a laissé en blanc. Certaines flammes ne se retrouvent jamais, non pas parce que l'amour a échoué, mais parce que sa mission était de vous consumer, pas de vous chauffer. Vous pleurez une fin qui n'en est pas une. Vous êtes au milieu d'un pont qui ne mène nulle part ailleurs qu'en vous. La non-réunion n'est pas la preuve que c'était faux. C'est parfois la preuve que c'était tellement vrai que le monde des formes ne pouvait pas le contenir. Ils cherchent à se retrouver dans le futur. Ils ne voient pas qu'ils se sont déjà rejoints dans la forge qui les a tous deux refaçonnés. L'absence définitive est le cadre le plus rigide. Et c'est à l'intérieur de ce cadre que vous êtes forcé de peindre l'infini avec les couleurs de votre propre âme. Reconsidérons le contrat, une dernière fois. Nous, âme en pacte, acceptons de nous croiser dans l'éclair d'une reconnaissance qui ébranlera les fondations de nos vies. Nous acceptons que cette reconnaissance serve de déclencheur à une métamorphose qui nous exigera tout. Nous acceptons, par avance, que la forme de notre relation dans le monde des apparences soit secondaire et puisse inclure la séparation définitive, si celle-ci sert l'œuvre principale, l'éveil de chacun à sa propre souveraineté et à la source impersonnelle de l'amour. Nous signons ce contrat non pour une histoire à deux, mais pour deux histoires qui, grâce à la collision, deviendront des œuvres d'art achevées. Votre flamme jumelle ne s'est peut-être jamais perdue. Elle a peut-être simplement accompli, avec une précision chirurgicale, la tâche pour laquelle elle s'était présentée, vous laisser, avec le cadeau le plus précieux et le plus terrible qui soit, la responsabilité intégrale de votre bonheur et de votre paix, dans un monde où son absence fait désormais partie du paysage, comme une montagne lointaine qui donne sa profondeur à la vallée. Si cette exploration de l'absence définitive a touché en vous une corde de reconnaissance douloureuse et libératrice, parlez-en. Écrivez en commentaire l'architecture qui résonne le plus pour vous, le catalyseur, le chemin ardu, la boucle rompue, l'océan, ou le fusible. Partagez votre vécu de cette absence qui façonne. Abonnez-vous, élus de l'amour. Nous ne sommes pas élus pour des retrouvailles garanties. Nous sommes élus pour comprendre que le plus grand amour est parfois celui qui nous apprend à nous passer de lui, pour nous révéler à nous-mêmes. Cliquez sur la cloche. Les prochaines vidéos seront des pratiques pour habiter l'absence, pour faire de la non-réunion un temple intérieur, et non une prison. Pour finir, je vous laisse avec une seule pratique, à faire chaque fois que la douleur de l'absence revient. Ne demandez pas, quand reviendra-t-il belle? Demandez, qu'est-ce que cette absence permanente est en train de créer en moi, que rien d'autre n'aurait pu créer? La réponse est votre monument. Et vous en êtes à la fois le sculpteur, la pierre et le sanctuaire. Merci d'avoir eu le courage de regarder en face l'horizon vide et d'y chercher une forme de grâce.